Shalom, salam alaikum. Bonjour, vous êtes les bienvenus au club La Presse de ce jour. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2020. À Sokodé, Niamtougou, Bassar, Dapan, Aneho, Lomé et sa région, un peu partout où vous nous suivez, nous vous saluons tous et nous exprimons une intention particulière aux auditeurs de Central FM qui n'ont pas pu nous suivre hier en direct pour cause de fortes pluies sur Sokodé et sa région. Nous exprimons également notre solidarité à l'endroit des populations africaines victimes d'inondations dans divers pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mauritanie, Niger, Burkina, le nord du Nigeria, le Tchad, jusqu'au Soudan. Ces régions qui connaissent de fortes précipitations, les populations qui paient un lourd tribut, soit à l'imprudence ou à l'impréparation de leurs États. Solidarité du Club de la Presse. À la technique aujourd'hui, Vita Gwekaku, Michel Tomega, Datevi Thomas et Géraud Dakoucha. Autour du plateau, déjà 4 confrères, un 5e qui pourrait nous rejoindre. Commençons par le digne fils de l'Abina. Nous sommes jeudi, mais l'Abina nous a produit aussi un digne fils journaliste, Jean Legrand. Paul Régnier, bonjour. Bonjour Sass, merci de m'avoir fait un clin d'œil à ma préfecture. Merci aux confrères en studio et bonjour à toutes et à tous. Nous restons dans la Kara, mais nous passons de l'Abina à la Kosa avec le canton de Yadebou. Michel Tchadja, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères présents et bonjour Canal FM. J'en viens maintenant à la localité qui m'a offert ma femme, c'est Mission Tové avec Ambroise Yaokonjo, bonjour. Oui, Sass, bonjour, bonjour chers confrères ici présents, bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM, comme il est de l'habitude. De votre habitude. De mon habitude. J'ai suivi un truc ce matin sur RFI, un Togolais qui réside à Kara, qui a voulu se suicider. Parce qu'il a eu sa licence en histoire et qu'il n'a pas eu d'emploi. Sa maman est gravement malade. Il se trouve être l'aîné et il ne sait pas quoi faire. Ce matin, tu nous disais qu'il y a un jeune qui a eu son bac 1. Qui a raté son bac 1. Qui a raté plutôt son bac 1 et qui s'est suicidé. Des suicides, c'est au Japon qu'on écoutait ça. On entendait ça depuis des années. Maintenant, j'ai l'impression que le problème de sous-emploi est en train de gagner le terrain ici au Togo. Et j'ai peur que si le gouvernement ne fait rien, nous risquons de sombrer. Merci. Ce jeune homme qui n'a pas réussi au bac 1 et qui a cédé au désespoir de se suicider en ingurgitant des solutions, un acide, d'après ce que nous apprenons. Cette tentative de suicide également dans la région de la Kara. Tout cela nous rappelle qu'aujourd'hui, 10 septembre, c'est la journée mondiale de lutte et de prévention contre les suicides. Ce qu'on peut faire à l'endroit de nos amis pour éviter qu'ils se suicident, c'est leur montrer notre attention. Le plateau avec Magloire Tekokenvi, bonjour. Bonjour Sens, bonjour chers confrères autour de la table, bonjour à tous nos fidèles auditeurs, plus précisément tout le personnel de l'établissement Justmas à Yokwe qui nous suivent actuellement. Oui, Magloire qui salue ses oncles maternels dans le canton de Kouma, Kloto, mais qui pense à ses parents à Klakou. Magloire qui est malheureux parce que le pays Guinmina ne pourra pas prendre sa pierre sacrée aujourd'hui. Oui, bien évidemment, le contexte social dictant, en tout cas le contexte sanitaire actuel dictant, comment on va le dire? Ses règles, sa loi, ça a fait que pratiquement toutes les fêtes traditionnelles du pays ont été suspendues et que ce n'a pas fait l'exception non plus. C'est le temps, on fait avec dans l'espoir de nous retrouver l'année prochaine. Merci. Nous apprenons que les inondations causeraient également quelques problèmes dans la région nord du pays. Lorsque nous aurons les faits avérés officiellement, nous y reviendrons. Eh bien, j'ai feuilleté vos journaux. Ils sont riches en informations diverses.
allant de la politique à l'économie, quelques questions de proximité. J'espère que nous aurons le temps d'aborder tout cela. Eh bien, la pensée du jour, nous allons revisiter ce que nous avons tous appris en classe de terminale. Le grand philosophe allemand Immanuel Kant, que nous avons étudié et dont nous retenons principalement cette phrase. Agis en sorte que ta maxime puisse être érigée en règle universelle. C'est une formule, c'est une pensée qui a plusieurs formulations. Celle que nous prenons aujourd'hui, c'est agis en sorte que ta maxime puisse être érigée en règle universelle, signé Immanuel Kant. Commençons par la dernière actualité qui inonde les réseaux, les médias, les conversations depuis hier nuit. Et comme l'écrivent deux journaux, dont l'Échiquier, qui titre aujourd'hui « Adoyi et Saravana relevés de ses fonctions », et que vous, Magloire, dans Flambeau, vous écrivez « Adoyi et Saravana virés ». Oui, tout à fait. Tous les Togolais étaient donc pris de court hier par l'information qui émanait donc du gouvernement, en tout cas de la présidente de la République, au travers d'un communiqué officiel lu dans la grande édition du journal Palais sur la télévision togolaise hier. Celui qui était jusqu'hier le commissaire aux impôts de l'Office togolais des recettes a été tout simplement démis de ses fonctions et l'information était tombée pendant que tous les Togolais s'attendaient le moins. On n'a pas donné d'amples explications sur les motivations qui sous-tendaient donc cette décision du chef de l'État. Mais en tant que journaliste, on a essayé de fouiner. Il nous a été révélé que M. Adoyi était fautif donc d'inconduite, de fautes graves qui n'ont pas plu vraiment au chef de l'État qui a agi selon, en tout cas, qui a puni l'auteur à la taille donc de la faute commise. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est réellement? Nous, particulièrement, nous convions nos lecteurs à se procurer notre parution du jour pour découvrir les raisons. Merci, Michel Tchadja. Vous êtes au courant de ce décret signé par le chef de l'État et rendu public hier, abondamment commenté dans tous les coins et recoins. Adoyi Saravana, qui est aux impôts depuis 2014, commissaire aux impôts, donc le numéro 2 de l'OTR. Il a été relevé de ses fonctions et comme disait Magloire, officiellement, aucun argument, aucun mobile n'est avancé pour expliquer le pourquoi de ce départ précipité de ces charges. Oui, c'est du moins ce que l'on a constaté. Le communiqué a été un tout petit laconique où on a juste dit qu'il a été relevé de ses fonctions sans donner les raisons, comme c'est d'habitude, comme c'est l'habitude chez nous ici. Le plus souvent, rappelez-vous, il y a des ministres qu'on a déposés midi sans nous dire concrètement pourquoi on les avait déposés. Et donc, mais en tant qu'homme de médias, on ne peut pas se satisfaire de ça. Il fallait quand même glaner de gauche à droite quelques bribes d'informations. Mais comme Magloire le disait, il revenait au chef de l'État de prendre cette décision, mais peut-être après avoir pesé le poids de la faute commise par l'auteur. Mais nous apprenons par des indiscrétions que le colonel Adoyi aurait organisé un mariage pompeux à son fils. Ça, c'est pas aurait, c'est un fait avéré. Voilà. Où on a constaté qu'il y avait des foules, alors que Sokodé est sous couvre-feu, alors que le gouvernement appelle à chaque fois au respect des mesures barrières, parce que nous l'avons dit dans notre journal aussi, aujourd'hui, le nombre de décès grimpe de jour en jour. Et donc, si face à cette situation, un responsable de ce niveau peut quand même accepter, organiser une célébration comme celle-là chez lui, où il était lui-même présent, mais ça pose problème.
Parce que... Non seulement lui était présent, mais à ces fêtes, on a vu beaucoup de sommités à cette fête-là. À cette fête. Des ministres, des députés, de grands DG, des personnes d'un certain niveau qui auraient pu quand même attirer l'attention de leurs camarades sur le caractère inapproprié d'une telle fête en ces circonstances. Alors qu'il n'y a pas de cela quelques jours où une dame aussi non loin de la localité, Madame Préfet, l'ex-préfet donc de Tchamba avait créé des situations où il y a mouvement de troupes, en tout cas de foule, et nous avons vu les conséquences. Et donc si lui, du haut de là où il est, il pouvait accepter ce genre de situation, mais alors là, mais ça pose problème. Mais au-delà de ça, parce que ce que nous disons, peut-être il y a d'autres peut-être faits liés. Vous savez, le plus souvent on nous disait que quand vous voyez un papa en train de frapper son enfant, c'est que peut-être il a commis plusieurs fautes. On les comptabilise. Et peut-être c'est quand il est dépassé. Il est dépassé. Peut-être que il a marqué des points négatifs et le chef de l'État, comme lui connaissant, avec son calme, peut-être a gardé ça et maintenant il est passé à l'acte. Mais nous nous rappelons aussi dans ce pays, lorsqu'on avait mis Lomé, en tout cas sous couvre-feu dans certaines régions, il y avait aussi certains responsables qui avaient organisé les funérailles de sa maman, ou je sais pas, en tout cas un parent, où ça a drainé des foules. Nous l'avons relevé. Je pense que Magloire même avait relevé que, mais c'est un monsieur, pourquoi lui, il pouvait le faire à l'époque. C'est pourquoi je dis, au-delà du fait qu'il a organisé le mariage, peut-être il y a d'autres faits. Sinon, quelqu'un avait fait ça. Il est togolais, ou bien parce qu'il est président d'une institution, qu'on ne peut pas le déposer. On devait aussi le déposer de la même manière. Qu'à cela ne tienne, mon problème, c'est que nous crions tout le temps qu'il y a de l'impunité. Le chef de l'État, vraiment, a la main lourde quand il s'agit de punir les gens. Mais est-ce qu'avec ça, là, est-ce qu'il va maintenir le cap? Parce qu'il y en a des gens qui, vraiment, se comportent au même titre que ce que vient de poser comme acte le colonel Adoyi. Alors, c'est vrai que officiellement... Pour dire que nous sommes dans une république, nous avons un chef d'État. Dans un pays où certains pensent qu'ils sont plus puissants que l'État, ça veut dire que c'est un danger. Parce que l'État doit être plus puissant que nous. Nous le devons obéir et l'État doit nous protéger. Mais si certains pensent que, bon, on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut, comme on a l'habitude d'entendre dans la bouche de certains, mais on va à la dérive. Merci. Encore une fois, le décret est vraiment laconique. Aucune information officielle n'a accompagné ce décret. C'est les commentaires qui fusent ici et là. Si la raison devait être ce mariage trop pompeux du week-end dernier, attention, Michel a relevé, il y a d'autres personnes qui sont coupables de ce fait-là, mais il y a des risques que ça se récidive. Hier, nous avions annoncé la messe veillée de l'ancien ministre Pabre Sili à l'église de Clicamé. Je ne sais pas si vous êtes passé par là. La grande église là a été remplie au point qu'on a sorti des chaises dans la cour. Et puis c'est demain que les dernières cérémonies vont se faire à Dapaon, à Corbongou, dans son village. Nous présageons que la famille de Pabre Sili et les autorités prendront les mesures pour ne pas se faire inviter malgré eux au club de la presse encore une fois. Alors Magloire, c'est vrai que les commentaires et supputations vont ici et là dans le limogeage de Adoyi et Soavanan. Est-ce que vous avez un élément à ajouter à ce dossier? Enfin, Ambroise oui, Ambroise. D'abord, je comprends le cadre et le contexte qui probablement a obligé les autorités à évincer M. Adoyi et Soavanan, que je connais très peu. Et je voudrais dire ici que des dires de beaucoup de gens, le monsieur est sans problème. Je ne voudrais pas le qualifier ici, parce que je ne le connais pas tellement. Mais c'est un monsieur qui est très ouvert, il est sans problème. Peut-être il est tombé dans une erreur qui l'a coûté. Sauf que moi, mon problème, c'est que, et c'est normal que quand vous apprenez que votre fils veut faire un mariage, on peut oublier certaines choses. Peut-être il a oublié et ça lui a coûté. Mais il y a des pires dans ce pays.
qui sont toujours au poste. Il y a certains qui ne sont pas au poste. Sauf que dans l'hypocrisie, eux, ils le font. Lui, il a exprimé sa joie et qui lui coûte en cette période de Covid. Ah, je plains M. Adoyi, qui a déjà fait 6 ans, qui est un spécialiste des fiscs. Mais aujourd'hui, les gens ont géré la BTCI. Ils sont où? Les gens ont géré le fer. Ils sont partis avec des milliards. Le fonds d'entretien routier. Doit-on prendre ceux-là qui ont festoyé parce qu'ils ne sont pas hypocrites et ils ont voulu exprimer juste la joie vis-à-vis de leur fils qui célèbre le jour le plus célèbre pour eux dans le monde, dans toute sa vie? Ou, moi j'ai dit que c'est vrai, il faut y avoir une sanction, mais je crois que la sanction est trop lourde. Moi, c'est mon avis, Ambroise, parce que je ne connais pas tellement le monsieur. Mais la sanction est trop lourde. Les gens ont fait des pires dans ce pays. Mais on les laisse volatiliser. J'ai comme l'impression que, de la même manière, on a fait je vais dire direct. On a fait à Gaddafi, on a humilié. On est en train d'humilier aussi, comment on l'appelle, Adoyi. C'est ce qui se lit aussi sur certains réseaux sociaux. Donc, je dis que, j'ai l'impression que Faure Gnassingbé n'a pas totalement les commandes. Il y a des gens qui gouvernent ailleurs, et Faure Gnassingbé est là-bas sur son fauteuil. C'est ce que je comprends. Merci. Parce qu'il suffit qu'on ait des yeux rivés sur toi et qu'il y ait et que ce soit cet événement-là soit la dernière des choses qui est venu balancer Adoyi de son bureau. Merci. Je crois qu'il y a autre chose Donc, à chercher. Monsieur Adoyi, nous rappelons tout le plaisir qu'il nous faisait en répondant à nos invitations dans ce studio. Mais la vie continue pour Adoyi, d'autant plus que c'est un monsieur brillant qui a sa carrière, il sera rebondi, pourquoi pas, n'est-ce pas, Jean Legrand? Oui, tout à fait. Le monsieur, comme l'ont dit, moi je ne le connais pas vraiment, sauf que il a été un temps mon professeur parce que j'ai fait un peu de fiscalité avant de me mettre dans le journalisme. Il a été un de mes professeurs très brillant sur le plan professionnel. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et, sauf que nous avons fouiné et de sources bien introduites, ce que moi j'ai eu comme information, c'est ce mariage en question qui a précipité le monsieur. Vous voyez, le communiqué a été vraiment très dur, les mots ont été très piquants et profonds, sans aucune commune mesure. On dit a été démis de ses fonctions. C'est dire que peut-être les attitudes qui ont été posées au cours de ce mariage ont vraiment mis en cours le chef de l'État, qui pendant longtemps a été critiqué pour sa main un peu molle. Mais je crois qu'il a fait vraiment preuve de fermeté cette fois-ci, parce que, vous voyez, regrouper 500 personnes, plus de 500 personnes actuellement, c'est vrai que d'autres l'ont fait, mais ici les images ont été virales et ça a fuité sur les réseaux sociaux. Ça continue, les réseaux. Et vous voyez un peu, bien sûr que les gens ont défendu que les gens portaient des cache-nez, il y avait des dispositifs de lave-mains et tout ça, mais quand vous regardez les images, il y a des gens qui n'avaient pas de cache-nez, ça descendait, il y avait des frottements et de l'argent était un peu distribué. Or, nous sommes dans un contexte où l'argent ne circule pas, beaucoup de gens se plaignent. Peut-être tout ça, moi je dis, c'est vrai que dans la religion musulmane, quand on fait tout ça, mais avec le contexte actuel où il y a de la pauvreté et tout ça, il fallait que ce cadre-là, de son niveau, s'abstienne un peu de ça, parce que il est parmi les cadres de la préfecture de Tchaoudjo à aller sensibiliser ces populations à Tchaoudjo. J'ai un mentor spirituel qui dit, on enseigne ce qu'on connaît, mais on transmet ce qu'on est. Vous ne pouvez pas dire aux gens de s'abstenir de faire beaucoup de choses à l'heure actuelle où vous-même vous posez un acte contraire. Nous l'avons relevé ici. Que des autorités qui sont à la télé, qu'on montre souvent à la télé, ne mettent pas les bavettes, ne respectent pas un peu les distanciations et tout ça. Et nous l'avons relevé ici plusieurs fois. Mais une fois qu'une autorité de ce Takabi-là commet cette erreur, je ne sais pas quel message on est en train d'envoyer aux populations. Je crois que c'est ce qui a fait que le chef de l'État a voulu envoyer un signal fort à toutes ces personnes-là, peut-être se diront, nous avons des acquaintances avec telle position, on peut se permettre certaines choses. Mais le chef de l'État a voulu remettre les pendules à l'heure. Nous l'attendons sur les sujets sensibles en ce qui concerne la lutte contre la corruption, comme le Michel Tadia vient de le dire. Merci. Eh bien, encore une fois, la pensée du jour que nous avons tirée de philosophe allemand Immanuel Kant, qui nous enseigne d'agir en sorte que notre maxime puisse être érigée. Ça, c'est un petit détail. Un petit détail. Souffrez qu'on avance. Un petit détail sur quand tu vois, j'ai l'impression que quand tu vois les photos qui ont été publiées, j'ai comme l'impression que le monsieur s'est laissé piéger.
C'est comme si c'est des professionnels, les gens qui ont Eh été bien, envoyés. bon, peut-être que Adoyi fait paix pour ce mariage, mais comme Michel a dit, beaucoup l'ont relevé, il faudra que la sanction qui a frappé Adoyi frappe également tous ceux qui se laisseraient aller à des inconduites en ce moment. Il y a un détail important. Oui, Michel. Vous savez, lorsque vous gérez une régie financière, vous êtes à la tête d'une régie financière, vous devez avoir un comportement insoupçonné. Parce que, comme Pauline le disait, les gens ont vu les images où l'argent circulait, on distribuait de l'argent. C'est vrai que dans leur religion, c'est des choses... Non, chez nous aussi, quand on est en fête, surtout quand les gens chantent et dansent pour vous, on leur fait des cadeaux. C'est normal dans un contexte, dans un autre contexte, on pouvait comprendre ça. Mais, étant donné qu'il est à la tête d'une régie financière, il devait, s'il n'était pas à la tête de l'OTR, en tout cas de celui des impôts, et s'il n'y avait pas des mesures barrières, s'il n'y avait pas Covid, mais il organise ça. Est-ce que quelqu'un allait dire quelque chose? Mais non seulement il y a les mesures barrières, mais aussi il est à la tête d'une régie financière. Et cela doit l'obliger à vraiment... à une certaine discrétion. C'est aussi ça. Merci, souffrez qu'on avance. Eh bien, le contexte de la Covid-19 qui nous plonge encore, Michel Tchadja, dans son journal, a écrit d'avoir que ça continue à grimper. Ça, on en parle tous les jours. Maintenant, il y a un journal qui nous invite sur les impacts économiques de cette pandémie. Et là, Bati Chogbe, bonjour. Bonjour, Sass. Bonjour, confrère. Merci. Dans votre journal, vous nous parlez du rapport de la Banque mondiale sur l'économie togolaise. Dans ce contexte de la Covid-19, quelles en sont les répercussions? Bon, je m'en voudrais si je ne place pas un mot sur ce qui s'est passé hier parce que c'est l'actualité. Je crois qu'on est là pour ça aussi. Je pense que mes confrères ont dit beaucoup de choses qui sont fondées et on ne travaille pas dans l'administration pour s'enrichir. Je pense que les gens doivent bien noter ça. Si vous voulez vous enrichir, ouvrez votre entreprise privée, faites vos affaires et trouvez de l'argent. Gagnez convenablement de l'argent. Et dépensez-le comme vous voulez. Mais quand vous êtes dans l'administration publique et quand vous êtes un commis de l'État, il y a des choses qu'on ne fait pas en public. Vous l'avez vu en France, où des gens qui travaillent dans l'administration se sont permis de louer des jets privés. Vous avez vu tout ce que ça a occasionné jusqu'à ce qu'ils tombent de leur poste. Et je crois qu'en Afrique, on s'est trop vite laissé aller à ce genre de comportement. Si bien que quand on est commis de l'État, on veut mener la belle vie, on veut rouler la limousine qui est la dernière, le dernier modèle de la maison, que notre salaire ou nos années de salaire ne peuvent pas véritablement payer. Et donc, ce que le commissaire des impôts a fait, moralement, c'est condamnable. Et même en cette période de crise sanitaire où tout ce codé est bouclé, d'accord, parce que c'est un cadre de la ville, où il y a quand même, on demande, le président de la République demande à tout le monde de serrer la ceinture, où on a dit publiquement que nous sommes en guerre, et puis évidemment nous sommes en guerre. C'est en France que le mot a été lâché, hein? Non, le président de la République a fait un discours ici, il a dit dans il a parlé de guerre aussi? Que nous sommes en guerre. Okay. Il a dit que nous sommes en guerre, et on ne peut pas se permettre à ce niveau de responsabilité, comme l'a dit Michel, à la tête d'une régie financière, organiser une fête et puis se permettre de distribuer de l'argent. Vous savez, il y a des choses qui, moralement, on est dans une société africaine, il y a des choses qui, un peu comme si vous ne compatissiez pas la situation en cours, parce que c'est dans une certaine mesure condamnable. Merci. Donc, pour revenir revenons maintenant sur les répercussions de la Covid sur l'économie de notre pays. Oui, je pense qu'on a fait beaucoup d'articles sur des secteurs d'activité donnés, et donc aujourd'hui, nous revenons sur ce rapport de la Banque mondiale qui a été publié le mardi 8 septembre 2020, sur l'état de l'économie togolaise, secteur d'activité par secteur d'activité, avec tous les chiffres possibles. Et donc, la Banque mondiale note 62% d'emplois touchés. Ils ont essayé d'aller dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur informel, où vous constatez qu'il y a plus d'entreprises togolaises qui sont dans l'informel plutôt que dans le formel. Et ils ont essayé de parler de l'activité fiscale, c'est-à-dire ils ont demandé d'alléger le poids fiscal au niveau du secteur privé pour permettre davantage d'investissements. C'est dans le rapport également. Et ils ont demandé au gouvernement de promouvoir l'économie numérique.
Et qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe où on travaille à distance, où il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison en train de collaborer avec leurs supérieurs, avec les entreprises, il faut aujourd'hui promouvoir l'économie numérique pour essayer de tirer meilleur profit de cette crise. Et ils ont dit que avec un taux de croissance de 5% en 2019, le Togo risque de frôler un taux de croissance d'1% en cette année 2020. Je pense que c'est la deuxième information officielle après celle du FMI qui a déjà planifié ou qui planche déjà sur un taux de croissance d'1% pour le Togo en cette année 2020. Et la Banque mondiale vient de le confirmer également. Donc je crois, en toute vraisemblance, qu'on se dirigerait vers là. Mais attention, il faut également qu'au niveau de l'État, on puisse davantage favoriser l'investissement pour promouvoir les emplois et surtout les sauvegarder. Merci à tous les à découvrir dans vos journaux. Eh bien, continuons avec, je ne sais pas si vous êtes concertés, mais dans vos rédactions, vous vous intéressez aux institutions de la République. J'ai lu la CNDH qui s'est exprimée qui intéresse The Guardian, Flambeau qui s'intéresse à la médiateur ou bien à la médiatrice de la République, également à la HAC. Nous allons en parler également. Michel qui s'intéresse lui au ministère du Commerce avec le processus électoral qui vient d'être suspendu à la Chambre de commerce. Mais avant d'aborder tout ça, la communication sur les institutions, que nous soyons du public ou du privé. Jean Legrand, Paul Oreni, votre journal Canal D, vous titrez dans votre éditorial Halte où vous vous êtes là. Effectivement, halte où vous êtes là parce que vous savez, les habitudes ont un peu la peau, les mauvaises habitudes ont la peau dure en Afrique noire, et il y a une certaine habitude que nous remarquons qui est un peu à la limite avilissante. Lorsque un leader, je dis un chef d'État, pose une action, les gens disent non, sous institution personnelle, chef de l'État et tout ça. Ces formules-là ne sont pas bien. Cette formule a été désignée par le ministre de Fogna Sigbe, mais récemment, les communes ont été dotées de véhicules, et quel titre nous n'avons pas vu? On dit Fogna Sigbe offre la générosité de Fogna Sigbe, des titres de ce acabit. Non, continuez. Fogna Sigbe offre des véhicules, la générosité de Fogna Sigbe. Il met la main à la poche, il fait ça, il fait ci. Bien sûr, il est le leader de ce pays. C'est le peuple qui l'a mis à cette position pour qu'il puisse gérer le bien commun. Mais ce n'est pas un don qu'il nous fait, ce n'est pas une magnanimité, ce n'est pas son bon vouloir qu'il est en train de faire. Mais lorsque les gens font le travail de cette manière, et le comme c'est que c'est nous, hommes de médias, qui faisons ça. Or, nous sommes censés être des leaders d'opinion. Lorsqu'un président d'une institution, ou bien d'une banque, je dis n'importe quoi, aussi élevé qu'il fut, c'est une action qu'il fait au nom de l'institution qu'il incarne, pas en son nom personnel. Et il faut que les gens le comprennent, il faut que ce message passe au sein des populations, parce que c'est nous qui devons éveiller les populations pour qu'elles soient éveillées, pour qu'elles comprennent leurs droits et leurs devoirs. Mais lorsque, je ne sais pas, pour des prébendes ou pour je ne sais combien les gens gagnent, mais c'est pas normal. Et il faut que nous soyons vraiment à la limite des choses. Et nous donnons le bon exemple. Merci. Halte au vous êtes là. Écrivez-vous parce que hier, les gens s'en prenaient aux médias publics. Radio Le Main, TVT, Togo Presse, pour louanger trop exagérément le pouvoir. Mais cette mode-là envahit les médias privés. Prenez les journaux écrits, prenez surtout les médias en ligne. Vous allez vous étonner. Fogna Sigbe qui offre la magnanimité, alors que Magloire, comme le dit tantôt Jean Legrand Polorini, Fogna Sigbe, aujourd'hui, Nyasingbe Yadema hier, ils ne sortent pas l'argent de leur poche pour faire un forage, pour créer une école, ou bien pour acheter un vol. C'est le budget public, et ils ont la grâce d'être le chef de l'État. Eh bien, nous, communicateurs, arrêtons enfin cette méthode avilissante. Ben, écoutez, moi, très souvent, quand j'écoute ce genre de propos, c'est nous qui reprochons, n'est-ce pas, au ministre de la République leur formule magique sur instruction ferme du chef de l'État. Mais c'est nous également, professionnels de la communication, qui tombons dans le même piège. Eh bien, moi, je pense que les politiques peuvent faire leur communication politique, mais il nous revient en tant que journalistes de savoir faire la part des choses. Que moi j'aille à un reportage et que le ministre
me disent que voilà, ce que je viens de remettre émane du chef de l'État, mais moi, pour transmettre cela, je dois mettre du bémol, parce que nous sommes à la fois journalistes et pédagogues. Nous ne pouvons pas dire à la population que les véhicules qu'on a remis au maire émanent du chef de l'État. Qu'est-ce que nous faisons de notre rôle dans la société? Comme on le sait, les gens ont vite oublié que dans le processus de décentralisation qui a cours actuellement, le Togo évolue avec ses partenaires au développement, surtout l'Allemagne, au travers donc de la Banque de développement allemande, qui déjà en novembre 2019 a octroyé 5 milliards de francs CFA au Togo pour construire des sièges à tous les centres, en tout cas pas à tous les centres. À certaines de nos communes. Voilà. Et dans le même processus, il y a d'autres partenaires de au développement qui accompagnent le Togo. Mais maintenant, quand le politique dit cela, ce n'est pas à nous, journalistes, de retransposer cela textuellement. Nous tombons dans le jeu. C'est pourquoi je dis, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire la part des choses. Merci. C'est pourquoi nous, on blague toujours avec nos formules magiques, ni griot servile, ni critique stérile. Restons journalistes. Et c'est notre job. Merci. Dans le domaine, j'ai beaucoup apprécié la réaction du confrère Samuel Niaoui, qui a écrit un recadrage que tout journaliste, tout communicateur gagnerait à lire et ça aussi, apprécier. dès vous êtes là, lui on rentre dedans. Merci. Donc, nous sommes des informateurs, des journalistes, informant l'opinion. Laissons le soin aux gens d'avoir leur réaction. Ne nous mettons pas à la place qui ne sont pas les nôtres. Michel? Oui, je pense que ce que notre confrère vient de relever est très important. Ça suscite un grand débat. Ça seul peut nous occuper tout le reste de notre émission. Parce que il a touché un point très important. Vous savez, quand vous êtes journaliste, faites attention pour ne pas être embrigadé dans des situations vraiment qui vous mettent mal à l'aise dans l'exercice de votre fonction. Parce que vous allez voir dans quelques semaines ou dans un mois, il y aura la rentrée. Vous allez voir les jours à venir, quelqu'un avec 10 bancs et 6 cartons de cahiers va atterrir dans son village. Et les chefs de village, tout le monde cesse de travailler. Et il vient dire que c'est le chef d'État qui offre. C'est lui-même qui offre. C'est lui-même, quand vous finissez, c'est lui-même. Mais il a peur. Il se dit que s'il donne ça, on va dire, il a trouvé où? C'est tout le problème. Il a trouvé ça où? Et il donne. Et ailleurs même, on peut le taper sur les doigts. Tu as pris ça où? Si c'est pas ta position sociale qui t'a donné, qui t'a mis là-bas, c'est le chef de l'État. Et donc, du coup, ils ont cette manière de procéder en disant que c'est un cadeau, un don du chef de l'État. En réalité, je ne sais pas, c'est politiquement, ça les marche. Mais nous, dans l'exercice de notre fonction, c'est comme l'autre l'a dit, c'est avilissant. On ne peut pas tous les jours dire que c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Alors que c'est des individus qui le font et ils se cachent parce qu'ils ont peur qu'on leur remonte les bretelles. Vous avez trouvé ça où? C'est parce que vous êtes ministre, vous êtes DG, c'est pourquoi vous avez ça. Et si vous avez ça, comment vous avez fait? Et donc, moi je dis que vous donnez, tout le monde sait que c'est pas parce que vous êtes à tel niveau que vous êtes rappelé de vos de vos compatriotes du village ou bien de vos frères et sœurs du village, vous voulez les aider. Mais à chaque fois, le refrain, le chef de l'État, et des fois quand vous voyez le matériel, mais je ne pense pas que le chef d'État est à l'aise quand on écoute ça. Merci. Mais reconnaissons que les vous et là, il y en a dans tous les sens. Hein. Oui, mais ça c'est clair. Il y a les vous et là qui applaudissent à se rompre les phalanges pour le gouvernement, mais il y a d'autres vous et là dans d'autres sens aussi. Oui, ça on ne les appelle pas des vous et là. Eux, c'est des gens qui sont là, des médias indépendants qui critiquent objectivement et apportent même des solutions. C'est pour dire qu'en réalité, le problème des véhicules là est venu de Boupessi. C'est Boupessi que j'ai suivi ce matin sur Radio Victoire qui, avec son vous et là sud-africain, dit clairement que c'est le chef de l'État. Comment un ministre de la Dynamique territoriale, censé dire que l'argent là vient d'un financement de l'État pour les mairies, dit que c'est le chef d'État? Chef d'État, il a trouvé l'argent où?
Chef d'État est aussi payé à 6 millions, peut-être quelque chose comme ça. Et 6 millions ne peut pas acheter 171 véhicules. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, Faure Gnassingbé n'a rien à voir dans tout ça. C'est les faiseurs de rois qui veulent aussi devenir rois. À ce niveau-là, Magloire l'a dit, qu'on peut comprendre que les politiques parlent comme ça. Mais le crime, c'est que nous, journalistes aussi, on relaie aveuglement les mêmes choses. Oui, c'est là même la nuance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si en tant que journaliste, on n'arrive pas à faire la part des choses entre ce que le communicateur poursuit comme objectif et ce que le journaliste aussi vise comme objectif, il y a un problème. Il faut que nous-mêmes, au niveau de la presse, on soit unanime à condamner cela. Parce que le communicateur politique ou le communicateur, lui, il veut vendre quelque chose. Il veut vendre une image. Il veut qu'au sein de l'opinion, on puisse dire que c'est le président. Il veut quand même que le président ait de la cote au sein de l'opinion publique. Ça, c'est le rôle du communicateur. Faire le maximum de tapage médiatique pour qu'on dise que oui, que le premier responsable ou bien telle personnalité politique est sensible par rapport à la situation ou à une situation d'un domaine. Nous, en tant que journalistes, ce qui s'inscrit dans la droite ligne, s'inscrit dans la droite ligne. Le président de la République est juste le président de la République. Il a tous les moyens de l'État pour gouverner, etc. Et donc, aujourd'hui, s'il fait un geste ou bien s'il soutient une situation ou s'il décide par exemple de mettre les maires dans de bonnes conditions de travail, je pense que ça va de soi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'un maire, n'a pas de véhicule d'État par exemple, ou bien un véhicule de mission pour pouvoir faire ses activités. Aujourd'hui, on voit des maires qui louent des taxis. Est-ce que c'est cette image que nous voulons de nos municipalités? Est-ce qu'on a envie de voir des maires à Zémidjan? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose par rapport à l'institution. Et donc, si dans un pays, votre maire est à Zémidjan ou votre maire loue un taxi, il y a un problème. Et donc, si le président ou bien si l'autorité ou le ministère de l'administration décide de rectifier le tir ou de corriger cela en disant oui, il faut mettre les maires ou les municipalités dans de bonnes conditions de travail, mais je pense pas que cela doit nécessiter, je sais pas, une conférence de presse ou des articles de communication en faveur de X ou de Y. Donc ça s'inscrit dans la droite ligne des choses, dans la gouvernance. Merci. Nous, journalistes, informons seulement, ne jouons pas à l'infantilisation de ceux qui nous lisent et nous écoutent. Donnons l'information, critique au besoin, mais sachons placer chacun à sa place. Et puis pour terminer ça, c'est quand même le gouvernement. Disons au moins que le gouvernement fait ceci, c'est plutôt impersonnel. J'espère que ça va pas. Ce qui va suivre n'est pas de vous et là, n'est-ce pas, Magloire? Non, on le Parce fait que, jamais. flambeau des démocrates, vous nous parlez de la HAC. La HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et vous écrivez aujourd'hui la HAC telle que gérée par son président Telou Willy Brand Pitalunani. Oui, petit commentaire. Oui, bien évidemment, comme vous l'avez dit, Sass Gaou, tous les acteurs, n'est-ce pas, du domaine de médias au Togo peuvent être unanimes avec nous par rapport à ce que nous disons. Voyez-vous, ça fait quand même un peu près 2 ans que M. Wilbrand Telou Pitalunani a pris la tête de la HAC et vous allez voir d'abord que l'homme se démarque par son approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une relation de confiance qui essaie de lier cette institution-là et les médias de la place, ce qui n'était vraiment pas le cas avant lui. Ça, c'était une réalité. Hier, quand on prend la HAC en tant qu'institution, quand on prend le président de la HAC, par rapport aux médias, c'est des relations conflictuelles. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple. C'est une évidence. Ce n'est pas du vous et là comme vous l'avez dit au départ. Et ça, je le dis objectivement, tous les acteurs du domaine peuvent le témoigner. Mais la seule fausse note, c'était la sanction infligée à nos confrères Liberté Alternative et Fraternité. Mais là encore, si on rentre dedans, vous et moi, nous savons également dans quel contexte les sanctions-là avaient eu lieu. Et donc, quand on voit ce que le monsieur a fait durant ces 2 ans déjà, ça promet quand même une professionnalisation du domaine. Et même les confrères qui sont convoqués de temps en temps là-bas, ils vous témoigneront que vous verrez beaucoup plus le président plus souple, mais c'est d'autres par contre qui prennent le devant parce que peut-être le président il est beaucoup plus souple, compréhensif, que d'autres veulent plutôt en tout cas appuyer beaucoup plus sur la machine. Donc nous avons estimé que c'est ce dont nous avons besoin réellement
parce que on accuse souvent la presse togolaise, surtout la presse privée, de n'être pas professionnelle, alors que c'est tout un ensemble de choses. On était dans ce pays quand en 2014, par exemple, on a fait les états généraux de la presse, assortis de recommandations. Mais demandons-nous où est-ce qu'on en était jusqu'à un passé récent où on a vu quand même que ces derniers jours, on a amorcé des réformes, par exemple la confection des cartes de presse. Vous avez vu, nous sommes en plein processus et tout ça rassure. Et ça tend vers l'installation de vraies entreprises de presse qui pourront vraiment nourrir ces hommes. Et nous estimons, en tant que journalistes, d'encourager cela parce que c'est une institution de la République et quand ça fait bien, on le dit. Quand ça fait mal aussi, on le dit, c'est notre job. Merci. La HAC, telle que gérée par Willy Brand Pitelunani Telou, chacun pourra avoir son appréciation. Mais j'ai connu la HAC avec son président Philippe Evegno. J'ai connu feu le ministre Kokou Biosé Tozoum. J'ai connu également feu le président Pitang Tchala. Je vis maintenant Telou. Le moins qu'on puisse dire, c'est que de Philippe Evegno à Willy Telou, en passant par Biosé Kokou Tozoum et l'autre Pitang, il y a quand même du chemin qui se fait positivement, reconnaissons-le, mais le rythme, est-ce que c'est bon, mais est-ce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus vite? L'appréciation reste. Une autre institution qu'on découvre dans vos colonnes Front des démocrates, c'est la médiatrice de la République, Madame Anna Awanana Daboya, qui vous accorde une interview. Effectivement, vous savez, nous journalistes, vous savez, il y a des sujets qui viennent sur cette table-là et par moment, il faut l'avouer qu'on a du mal à décortiquer vraiment ces sujets parce qu'on ne maîtrise pas les sujets à fond. Je vous assure que quand on parle de médiateur de la République au Togo, on sait que cette institution existe, mais beaucoup de gens ne maîtrisent pas vraiment ce que c'est que l'institution, ses attributions, ses missions et tout. Et donc, nous avons estimé que si tant est que nous, journalistes, on ne cerne pas vraiment les attributions de cette institution, qu'en serait-il des citoyens, de la population dans son ensemble? Et dans notre approche de pédagogie, nous avons approché la présidente actuelle qui nous a accordé une interview, et c'est une interview assez fleuve, et dans laquelle elle nous a parlé à cœur ouvert de l'existence de cette institution depuis sa création en 2003 et qui a traversé le désert pendant 10 ans, et il a fallu quand même 2014 avec sa nomination pour que cette institution-là puisse vraiment commencer par travailler. Mais on ne le sent pas, c'est une vérité, c'est une évidence. Beaucoup de Togolais ne savent pas que cette institution existe. Quand dans son interview, nous n'allons pas la dépouiller totalement, elle a quand même relevé ce qui a été fait, les insuffisances, et elle se projette encore dans le futur. C'est pour vous dire que nous avons senti le besoin d'allumer nos projecteurs sur cette institution, et vraiment les auditeurs ou les lecteurs gagneraient bien de ce. Je vous reconnais ce mérite, d'autant plus que Madame Awanana porte 2 personnes en elle. Elle est la médiatrice ou bien la médiatrice de la République, mais elle est également elle préside également le Ashkroun. Je pense que j'estime que, enfin, je présume que dans votre interview, on lira ce qu'elle a dit aussi bien comme médiateur de la République que comme président de Ashkroun. Il faut nuancer. À vrai dire, nous l'avons abordé typiquement dans le cadre de la médiation de la République. Parce que le Ashkroun, on sait comment le processus se poursuit, on sait à peu près là où on en est. Mais beaucoup de Togolais ne maîtrisent pas à fond ce que c'est que le médiateur de la République. Eh bien, on découvrira cela dans votre interview. Alors, d'une dame président, une institution de la République, nous passons à une autre, cette fois-ci, Ambroise. Vous vous intéressez à la Commission nationale des droits de l'homme que vous comparez avec sa consoeur du Niger. Vous écrivez « Rapport accablant de la CNDH du Niger sur les crimes commis par les hommes en treillis ». Et chez nous, ici au Togo, la CNDH est mise au tiroir
Oui, vous savez l'histoire de cette institution remonte aux années 87 avec Maître Agboibo qui a tout fait avec sa ruse pour pouvoir débusquer plutôt arracher la CNDH auprès des mains des ADEMA. C'était plutôt ensemble que ça avait été un travail d'ensemble. C'est ma façon de le dire. Oui, mais il faut quand même restituer tel que les choses ont été. Accepté avant que cela ne soit créé. C'est ce que je suis en train de dire. Pour continuer en disant qu'en fait, à travers la CNDH, on a connu le multipartisme, on a connu les libertés d'expression et de presse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et que après Maître Agboibo, tout récemment, celui que Madame Nakpa Polo a remplacé, lui, pratiquement, il a noyé la CNDH dans le Mississippi, ce qui veut dire que la CNDH n'existait même plus. Heureusement que Polo Nakpa est arrivé, elle a commencé quelque chose, sauf que le cadre dormant de la CNDH continue toujours. Maintenant, ce qui est relevé dans cette parution, c'est que dans d'autres pays où la démocratie marche et que l'alternance est visible, comme au Niger, on comprend que avec l'alternance de la démocratie, les institutions fonctionnent mieux et travaillent de façon indépendante. Ce qui a révélé ce rapport de la CNDH nigérienne sur les cas d'assassinats ciblés sur des civils à Inates et à Tilaberi. La mission assignée à certaines forces de sécurité ou de défense pour pouvoir traquer les terroristes ont été travestis et dévoyés sur plutôt, comment on appelle, les civils qui ont été tués, les mains bandées vers le dos et enterrés vivants sur 8 fosses communes au Niger. Et ce travail-là, le président nigérien a attribué ce travail à la Commission des droits de l'homme. La Commission fait son travail qui a rendu le 4 septembre dernier son rapport et nous nous disons que, tiens, si cela peut inspirer la CNDH togolaise qui a déjà, je crois, commencé des brins de travail avec la dame, qui a déjà parlé sur le cas de Madjoulba et qui a aussi réagi. Il faut qu'elle aille un peu plus loin en quittant le champ des réactions pour fournir des rapports bien fouillés et publiés aux yeux des Togolais. Et là, c'est juste une exhortation que nous lançons à la CNDH togolaise pour qu'elle travaille mieux que les autres institutions. La CNDH du Niger a rendu son rapport. Bon, on ne sait pas encore quelle suite les autorités du Niger vont donner. Le président vient d'accepter ça. Le président a salué le rapport qu'on a suivi. Tous les chefs d'État acceptent toujours les rapports qu'on leur remet. L'essentiel, c'est qu'au moins, ils mettent ça au public. Ce qu'ils en font, ici, ils mettent au public, c'est le problème. Le rapport Kounté, tu te rappelles. Oui, c'est il y a quelques années. La CNDH, nous en parlions déjà mardi avec le confrère L'Union pour la Patrie, qui titrait à la page 6 « Détention préventive de longue durée en matière d'aide juridictionnelle ». Les 30 recommandations de la CNDH pour la mise en œuvre du mécanisme. Et la CNDH, nous en parlons assez souvent. Le rapport, la CNDH qui n'est pas indifférente à l'assassinat du colonel Madjoulba. La CNDH qui a publié il y a quelque temps son rapport d'activité au titre de l'année 2019. Et la CNDH également qui a investigué dans l'affaire des 10 braqueurs dans le sieur cimetière. Et le Mati Tchobé, je ne sais pas quelle importance le pouvoir exécutif accorde aux actions de la CNDH, mais on sent quand même un certain regain d'activité de cette institution depuis quelque temps. Oui, effectivement, même si l'institution est entre-temps restée derrière le rideau, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se fait. Les récents rapports, les études qui ont été faites et l'avis de la CNDH sur la violation des droits de l'homme ou sur certaines violations de droits de l'homme, je pense que c'est quand même des rapports aujourd'hui qui sont des rapports appréciés par l'opinion, il faut le dire, que ce soit dans l'affaire cimetière, que ce soit dans d'autres affaires, la CNDH s'est sentie au-dessus de la mêlée et a fourni quand même des rapports objectifs sur la situation. Maintenant, il revient à l'autorité de pouvoir mettre en œuvre ces rapports et de pouvoir instruire les services compétents pour pouvoir appliquer les recommandations faites par la Commission nationale des droits de l'homme dans ces rapports sur de nombreux cas qui se sont produits ces derniers mois au Togo. Donc, pour l'instant, on constate que cette institution connaît un regain d'activité, connaît quand même une certaine dynamique et a quand même décidé de prendre le taureau par les cornes en produisant des rapports
qui sont quand même des rapports appréciés, parce que entre-temps, comme vous le savez, dans l'affaire Cimetière, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, que ce soit du côté de la gendarmerie, de la police, que ce soit du côté de l'opinion publique, que ce soit du côté des familles, mais la Commission nationale des droits de l'homme a quand même fait un travail qu'il faut saluer et a pris de la hauteur en situant les responsabilités, en disant clairement que le monsieur n'était pas tout simplement un braqueur, et par rapport aux enquêtes qu'ils ont faites, et qu'il fallait quand même réparer un certain nombre de choses. Donc, il faut le dire, c'est quand même des rapports qui sont aujourd'hui appréciés, et il faut qu'au niveau de l'autorité, on puisse prendre des dispositions pour appliquer les recommandations. Et nous nous permettons de plaider que la CNDH dispose d'un budget conséquent à la taille de ses ambitions, à commencer par le siège, les commissions techniques et autres moyens. Et ce plaidoyer va pour le compte de toutes les institutions de la République. La CNDH, bien sûr, mais la Cour constitutionnelle, qui est réduite dans une maison, la Cour suprême, qui n'a même pas de locaux, qui n'a pas de salle. La HAC se débat de temps en temps, mais ce n'est pas encore ça. Jean Legrand, si nous voulons que notre République soit forte, comme Michel le disait, il va falloir alors que nous dotions les institutions sur lesquelles la République s'appuie. Il faudra que ces institutions-là disposent des moyens suffisants pour se faire respecter. Tout à fait ça. Il faut également les moyens financiers, mais aussi il faut un arsenal juridique très fort. Parce qu'on ne peut pas créer des institutions et également ne pas leur donner le pouvoir de coercition, c'est-à-dire un pouvoir vraiment d'agir comme il le faut. Et ceci relève aussi le problème de mode de désignation des personnes qui siègent au niveau de ces institutions. Vous savez, lorsque un individu est porté à la tête d'une institution ou bien plusieurs membres, mais dès qu'ils sont redevables à une certaine autorité par laquelle ils sont arrivés, il y a un problème d'indépendance qui se pose à ce niveau. Parce que la personne se dit, est-ce que si je dis ça, est-ce que du jour au lendemain, je ne vais pas finir ma carrière? Est-ce que c'est possible que je puisse remplir une prochaine fois? Tout ça fait que les gens qui sont au niveau à la tête d'institutions n'ont pas franchement les coudées libres. Bien sûr, sur le papier, tout est indépendant, mais il y a parfois des pesanteurs qui font que les dirigeants d'institutions n'arrivent pas à vraiment sortir la tête de l'eau et dire le droit, faire les choses comme cela doit être fait. Merci. Descendons un cran en dessous et intéressons-nous au ministère du Commerce dans cette affaire-là de processus électoral à la Chambre de commerce d'Institut du Togo. C'est quelque chose qui a commencé, les médias s'y intéressent, on en parlait hier. Mais Michel Tchadja, votre journal Ouara vous y intéressez avec ce titre « Suspension du processus électoral à la Chambre de commerce ». Que cache la réaction du ministre en charge du commerce? Michel? Oui, je pense que tout le monde ici se rappelle depuis le 2 septembre, un communiqué signé du ministre du Commerce a été rendu public et dans ce communiqué, on a noté la suspension donc du processus électoral au niveau de la Chambre du commerce. Et le ministre dit avoir relevé des contestations récurrentes soulevées par des associations professionnelles et certains opérateurs économiques, le non-respect des conditions d'établissement des listes électorales dans chaque préfecture ou sous-préfecture, mais aussi les mutations de certains agents du ministère de l'administration territoriale, membres des commissions électorales, d'établissement des listes électorales. En réalité, quand vous voyez ce communiqué, vous lisez ce communiqué, dans l'opinion, c'est normal, lorsque un processus est mal engagé, il faut quand même à un moment donné freiner un peu et peut-être voir clair avant et mieux orienter. Mais sauf que dans le cas d'espèce, cette suspension a l'odeur d'une combine, pour ne pas dire d'un complot, contre le président actuel de la Chambre de commerce, parce que justement, les plaintes dont parle le ministre dans son communiqué, ces plaintes-là émanent majoritairement des membres proches d'un potentiel candidat. Je veux parler de Jonathan Fiao. Donc, c'est pour dire justement que le ministre a envie de donner le temps à Jonathan Fiao d'organiser son réseau parce qu'il s'est rendu compte que si les choses restaient telles qu'elles sont avant l'élection, il risque d'être de sortir le coup par un coup KO. Et donc,
on se rend compte que où on a l'impression que le ministre a été appelé au rescousse de Jonathan Feao pour essayer de freiner les choses et de regarder clair, voir si son ami peut vraiment réunir les conditions pour battre le président. On dit mais non, si c'est ça, le ministre, c'est par cette sanction, c'est une sanction illégale. Non, là c'est votre point de vue. Oui, non, attends, je vais terminer. Oui. Parce qu'il y a une commission électorale qui doit connaître des difficultés et rendre compte. Oui. Mais cette commission, jusque-là, n'avait rien dit. Et c'est le ministre qui suspend. Oui, voilà. C'est un point de vue, sauf que il y a d'autres options également qui s'expriment. D'autres acteurs également, d'autres membres de la Chambre de commerce qui reprochent au président sortant l'irrégularité du processus qu'il a mis en cours, notamment en excluant arbitrairement certains opérateurs économiques. Je dis ça. Oui. Dans les règles de l'art, je sais, c'est la commission qui doit connaître de tout ça là. Ce n'est pas le ministre. Oui, d'accord. Ce n'est pas le ministre. Ça, on vous a écouté. Sauf Ambroise, vous avez également les autres points de vue. J'ai un mot à dire sur ce sujet. Oui, alors rapidement. Ça dit que c'est trop facile. Je crois que Germain Memba veut aussi tripatouiller comme l'autre le fait au niveau de. Je vais être clair. L'autre le fait au niveau du CNOT pour pouvoir s'accrocher. Non, il faut qu'il quitte là-bas. C'est-à-dire que non, ce n'est pas la chambre de commerce n'est pas une propriété de Germain Memba. Le ministre est au-dessus de tout ça. Si le ministre dit, arrêtons d'abord, écoutez le ministre avant de voir les choses. Non, ce n'est pas comme ça. S'il vous plaît. C'est de l'abus d'autorité. S'il vous plaît, ce n'est pas normal. Notre problème, c'est pas que Germain Memba reste ou quitte là-bas. Voilà. Mais sur la régularité du processus électoral. Il a bouclé son mandat. C'est ce que je voudrais dire. Oui. Et on veut aller à d'autres élections. Le ministre dit, comme la FIFA a fait pour Drogba, que attendez, il y a quelque chose qui sent mauvais. Reprenez la chose. C'est ce que le ministre dit. Ok. Là, pourquoi ça va créer des problèmes? On va écouter. Je crois qu'il faut. Il faut prendre un peu de recul par rapport à la façon dont les choses se passent. Nous avons dit ici que nous ne devons pas être des là. Au niveau de la Chambre de commerce, que les règles internes de la Chambre de commerce soient quand même ou existent, c'est un fait. Mais il faut reconnaître qu'au-dessus de la Chambre de commerce, il y a une autorité. Et le ministère de tutelle, c'est le ministre du Commerce, c'est le ministère du Commerce, de la promotion du secteur privé de la consommation locale. Et donc, s'il y a quelque chose qui se passe et qu'on sent qu'il y a quand même des tensions autour d'un processus électoral, vous vous rappelez que dans ce pays, on a fait une élection au Conseil national du patronat et que l'affaire s'est transformée à la justice jusqu'à ce qu'on nomme un administrateur provisoire. Vous vous rappelez de cet épisode? Et on a passé des années au niveau du Conseil national du patronat à chercher le président et le patronat restait dans sa léthargie pendant plusieurs années au lieu de s'intéresser aux problèmes du secteur privé. On était là à régler des problèmes de personnes. Et donc, si le ministère estime qu'il y a un problème, je pense qu'au niveau de la Chambre du commerce, il y a des personnalités, il y a des personnes responsables qui savent prendre de la hauteur et qui savent que, bon, à ce niveau donné, si on nous dit peut-être de prendre un peu de recul, il faut quand même savoir raison garder et échanger, continuer à maintenir le dialogue avec le ministère de tutelle pour améliorer la façon d'organiser le processus électoral. C'est ce que je me dis. Maintenant, pour pouvoir poursuivre sur d'autres volets, c'est vrai qu'il y a des tensions. La TOE et puis le président actuel qui est candidat à sa propre succession, etc. Il y a des manœuvres dans tous les sens d'un côté, etc. Bon, maintenant le ministère dit on fait bas la terre, asseyez-vous, nous allons discuter. Et je crois que c'est de bonne guerre. Il me semble, selon les informations que j'ai, que le ministre du Commerce a échangé avec une délégation de la Chambre de commerce hier, je crois, et ils ont échangé, chacun a posé ses problèmes. Et donc, je crois que dans le cadre d'un dialogue concerté, ils peuvent aplanir les divergences et aller de l'avant, plutôt que de rester dans une situation où ça semblait être dans la cour du roi Péto, où on se faisait la guerre. Et donc, si dans une cour, il y a la guerre qui se fait, quand le patron vient, il dit, mais faisons bas la terre, venez à moi, réglons les problèmes à la racine, asseyons-nous, discutons. Je ne pense pas que cette suspension du processus électoral soit une victoire d'un camp contre sur l'autre. Je ne crois pas qu'il faut l'interpréter comme ça, mais il faut l'interpréter dans le sens où le ministère du Commerce, en tant qu'autorité de tutelle, a décidé de faire bas la terre pour appeler les partis
à s'asseoir et à discuter, à trouver un terrain d'entente. Merci. Que les gens aient des ambitions, s'il vous plaît. Que les gens aient des ambitions, c'est légitime. Que ces ambitions-là s'appuient sur des réseaux, c'est également normal. Mais ce qui importe, j'ai le grand pour le riz, c'est que le processus suive son cours normal tel que les textes l'ont prescrit. Bien évidemment ça. Vous savez, le problème c'est ça. Nous avons des lois, mais appliquer les lois, les respecter, ce n'est pas une tasse de thé pour les Africains en général. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a ce souci-là. Dans ce cas si précis, le problème c'est que quoi? Les gens savent à peu près la cartographie du corps électoral de la Chambre du commerce. On sait à peu près qui sont des gens à qui déjà à moi. Bon, déjà je peux faire mon jeu, si j'ai telle personne je passe. Et ce qui fait que chacun des deux cas actuellement est en train de se battre. Qui pour recaler les cadres des autres, qui pour insérer des cadres. Je vous dis, cette élection, les débats ont commencé très tôt dans l'année. Parce que des gens, je vous dis, par personne interposée, contactent les gens. Ah, mon frère, tu ne veux pas être électeur à la Chambre du commerce. On va te faire tout, on va te faire la carte, tout ça. Je vous dis, nous avons eu des informations. Sauf que moi, je n'ai pas traité dessus. Les gens ont appelé des gens on vous fait tout, on vous paie les 15 000 francs. Ce qui importe pour nous, c'est que la réglementation soit respectée, que le processus suive son cours régulier, normal, et que celui qui aura gagné le mérite effectivement. On va devoir suspendre la faute de temps, mais quitte à y revenir quand les auditeurs vont entrer dans le jeu. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Eh bien, nous nous ouvrons sur vous, c'est les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Merci de rester dans le canevas des sujets débattus aujourd'hui. Bonjour l'ami en ligne. Bonjour. C'est monsieur? C'est Commis. Allez-y. Monsieur Sass, je suis d'accord avec tout le plateau. Lorsque le président de la République décide de virer X ou Y pour des fautes commises. Mais les arguments avancés ne me satisfassent pas sur le fait que si M. Adoyi a fêté et qu'on pense que c'est pour cas de coronavirus, il y a la force antipandémique, il y a les sanctions suivant ce qu'il n'a pas respecté. Si on s'en tient à un argument qu'il a mis la main à la poche de la manne République, il y a Aplusia, il y a la Cour des comptes, pour nous faire la situation, pour dire voilà ce qu'il a fait et qui ressemble à une faute lourde. Ça semble à une coïncidence que la personne fait dans une condition que nous déplorons et qu'on le sanctionne et qu'on officiellement on donne un communiqué qui n'explique absolument rien. Donc pour moi, le gouvernement n'a qu'à revenir pour que ça serve vraiment de leçon à tous les citoyens de la République, ce que a fait exactement M. Adoyi. Merci. J'aimerais rappeler ceci. En temps, on avait cité son nom dans une rétro-commission de MOVE. On n'a pas de suite. En temps, on a cité les 11 milliards qui ont disparu aussi au niveau de l'ETR. On a cité les grands de cette société. Donc, si c'est ces cas de figure, le gouvernement n'a pas été explicite qu'on puisse Merci l'ami Komi. Le gouvernement nous ferait œuvre utile en donnant des raisons. C'est faute de ça que les commentaires, les journalistes y vont de leurs commentaires. Mais vivement que le gouvernement nous éclaire exactement sur ce sujet. Le suivant en ligne, bonjour. Bon, bonjour. Oui, c'est monsieur Didier. Didier, oui, allez-y. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, vraiment, je suis content ce matin. Vous savez pourquoi? Non, la dernière fois, quelqu'un nous a dit qu'on pourrait transformer le mariage en, comment l'appelle-t-on? En meeting de sensibilisation. En meeting de sensibilisation. Donc, si Ford était accessible, j'allais l'inviter ce soir pour une bonne bière. Vraiment. Bon, mon invitation lancée quand même. Ok. Bon, ceci étant dit, Monsieur Tada, vous avez une association qui s'occupe de la corruption. Comment est-ce que je pourrais rentrer dans l'association pour pouvoir lutter efficacement, vous aider aussi à lutter efficacement contre la corruption, à commencer par les autorités, premièrement le chef de l'État même. Parce que souvent, la corruption, nous parlons souvent, c'est les présomptions. Nous-mêmes, nous savons que le chef de l'État n'a jamais été
président, directeur général, mais dans le privé, il a été député, ministre et puis président. Comment est-ce que nous pourrons savoir si les biens qu'on lui attribue sont légalement... Merci Didier. Michel va vous répondre en temps opportun. Pour le moment, nous passons au suivant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Pelé. Oui. Oui, je salue le plateau. Bon, moi, je voudrais savoir, il faut que le plateau nous dise un peu, s'il connaissent un peu, le rôle d'un médiateur ou une médiatrice, tout ça là. C'est une institution qui fonctionne. Bon, l'institution là fait quoi dans le pays? Eh bien, Pelé, la réponse à votre question se trouve dans le journal Flambeau de ce jour, que vous pouvez payer seulement à combien? 500 francs en ligne, et vous lirez tout ça. Merci, nous passons au suivant. En attendant que il y a déjà quelqu'un? Ok, nous le prenons. Bonjour. Alors bonjour, c'est Zoukenine. Zoukenine, allez-y. C'est par rapport à l'immogeage de M. Adoui. C'est que bon, nous avons été abusés par un certain nombre de faits dans ce pays que nous sommes un peu dubitatifs. Quant à ce qui concerne le seul fait que ce soit l'attitude posée lors de son mariage. Parce que les gens qui étaient le CFR ou l'ancien chose de l'entretien routier, ils ont fait des malversations financières, on les a retrouvés comme ministres. On a en mémoire tout récemment M. Assad Dedi, qui a été sauté d'une manière un peu éhontée au niveau de Togo-Sel. Mais il est devenu ministre. Alors faisons très attention. Peut-être qu'on attendait Adoui pour former le gouvernement. Merci beaucoup. Je vous en prie, Zoukeni. Déjà l'auditeur qui est en ligne, bonjour. Allô, bonjour monsieur Serge Gaou. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Waris. Waris, depuis Azaou. Depuis Azaou, je salue vos confrères qui sont là-bas aussi de vous. Monsieur Serge, je voudrais intervenir sur une institution gérée par madame Awanana Dabouya, médiateur ou médiatrice de la République. Je ne sais pas vraiment quel article est attribué à ce nom. Quand même, je vais évoluer pour dire que les citoyens ne sentent pas cette institution. Je ne vous apprends rien. Voyez vous-même tout ce que nous avions eu comme crise dans ce pays. Awanana était où? On ne le sent pas vraiment. Même si aujourd'hui, il y a un travail remarquable au niveau d'Ashkroum. Vous n'avez pas à savoir que cette dame a 12 casquettes. Elle est à la fois présidente d'Ashkroum et médiateur de la République. Je dis aujourd'hui que quel que soit son génie, je crois qu'on doit la décharger. On doit la décharger. Elle doit passer la main pour pouvoir bien travailler. Merci beaucoup. Je vous en prie. Surtout, lisez son interview dans Flambeau des démocrates. Peut-être que vous aurez des éclairages à quelques questions. Déjà, un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Papa Sodine depuis Amtivé. Oui, nous vous écoutons. Bon, tout d'abord, je remercie tous les journalistes qui sont là-bas. La question que moi je me repose, il y a certaines personnes, ou bien certains journalistes, ou certaines personnalités qui ne savent pas leur place. Dans beaucoup de pays, on dit le le gouvernement a fait tel droit à telle personne ou bien à telle société. Mais au Togo, on dit le chef de l'État, Encore ce n'est pas le chef de l'État qui a mis sa main dans la poche pour faire ce don. Secondo, la place de médiateur de la République, là, on ne le sent pas trop, hein. Tout ce qui est dans certaines affaires qu'on devait l'écouter, mais on ne l'écoute pas. Merci. Merci, Papa Sodine. Au suivant, bonjour. Oui, c'est le qui revient. Ok. Ouais, c'est pour la démission de M. Adoui. Bon. Il n'a pas démissionné, s'il vous plaît. On l'a dégagé. Ok, enfin, dites ce que vous voulez, mais il n'a pas démissionné de lui-même. Ok, bon. Donc, on ne sait pas les motifs. Ou bien, le gouvernement n'a pas donné de motifs aussi. Vous avez écouté le journal hier à la TVT? Je n'ai pas écouté. Ok. Bon, est-ce que, bon, on l'a dégagé. Moi, je le dis souvent que si tu es dans le RPT, si tu ne quittes pas le RPT, tu peux voler. Il n'y aura pas de problème. Vous parlez d'hier que le RPT n'existe plus. Le RPT a vécu. Le RPT vit et le RPT vivra. C'est leur discours. Mais tout ça là, il faudrait que le peuple se lève. Parce que nous ne pouvons pas être dans un pays où
une minorité, le président va nous dire qu'il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays et on va regarder les yeux fermés comme ça. Merci. Je vous en prie. En attendant, le suivant, il est déjà en ligne. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est Matema. Oui, allez-y. Je voulais remercier Prony parce qu'il a bien visé ce que les gens disent. Le chef de l'État, il fait quoi? Aller en face de Canfir. Il y a la mairie d'Agognevela. Vous allez voir ce qu'on a peint. On a peint ça de la couleur de Unir. C'est-à-dire ces gens-là, ils font comme s'ils ont gagné un terrain. C'est-à-dire, c'est eux, c'est fini. C'est pourquoi ils louent. Ils disent ce refrain, ils louent les chefs de l'État. Parce que c'est ça. Et ils vont trouver leur pain à manger. Et même ils ont marché pour venir, mais ils retournent en véhicule. Vous voyez? Et la population serait là-bas en train de souffrir. Et ces véhicules-là même vont se retrouver sur les chantiers. Ils vont amener ça sur les chantiers, ils vont faire leurs besoins avec. C'est ça. Merci, bonne émission. Je vous en prie. De toute façon, le citoyen a également le devoir de vigilance et de suivi de ce que l'autorité fait en son nom, surtout avec son argent. Le suivant, bonjour. Alors, bonjour, mon directeur. Ah. Papa Sibiti. Bon, je voudrais dire à tous les Togolais de faire attention. Il faut aimer son prochain et suivre ce que le gouvernement dit. Les mesures barrières qu'on envoie les gens pour faire les contrôles. Les militaires, ce matin, je disais à madame le général Kadanga ou comment, Anazap ou comment. Général Berena. Et il faut aimer son prochain. Les Togolais, quand ils sont à une place, les autres ne comptent plus. Mais c'est ça, ou bien j'ai menti. Oh non, vous parlez. Bon, il faut aimer son prochain quand vous avez il faut partager. Même si quelqu'un vole, il faut qu'il sache que le protocole dit Adara Dendo ou Dendo. C'est ça, c'est pour l'araignée et ça, c'est pour le chef. Il faut qu'il fasse ça. Une seule personne veut tout prendre. Oui, Papa Sibiti, le vol est punissable. On ne peut pas faire l'apologie du vol. Non, on ne vole pas. C'est-à-dire que la personne là, qui prennent, il faut qu'ils passent aux autres aussi. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, les gens vont penser aux autres, mais il ne faut pas qu'ils volent pour penser aux autres. Le dernier aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour, Sass. Oui. C'est M. Koulani. Notre vieil ami. Oui. Et je vous en prie, pour les élections au niveau de la CCIT, là, si les gens tournent comme ça, c'est qu'ils sont en train de gérer mal là-bas, ils volent. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. Sinon, pour ces postes électifs, c'est du boulot là-bas. Mais les gens ne sont pas contrôlés, ils gèrent comme ils veulent, c'est pourquoi ils se bousculent et ils créent des réseaux. Et ceci n'arrange pas sur le pays. C'est très important, vous êtes des journalistes, faites ces enquêtes, vous allez voir. Si on les suit de bien, l'agent qui rentre, comment c'est géré, les gens ne vont pas courir derrière ces postes comme ça. Mais c'est pas du tout sérieux dans ce pays. Et puis quand vous parlez de la CNDH, qu'il est bien installé, c'est la maison du Premier ministre. Non, on a dit que la CNDH gagnerait un meilleur siège que là où il occupe actuellement. Ah, ok, là, je pensais que vous avez dit que c'est meilleur là où ils sont. Non. Souvent, ces institutions, ils vont louer. Merci. Ils ont les moyens de déposer la première pierre pour construire. Comment on peut être directeur ou bien d'une société ou bien des institutions et vous êtes là, vous n'avez pas des projets. Ce n'est pas aussi intéressant. On me dira qu'ils n'ont pas un budget. La demande à votre ministère, moi j'ai la chance de faire l'administration. Et quand ça vient dans le budget, on va vous installer ça parce que c'est pas pour toi, c'est pour payer. Merci. De l'argent, et puis cette maison-là, c'est pour les barons. C'est pas intéressant. Et puis une fois, il faut dire merci à vous les journalistes. Si M. Adoyi a été limogé, c'est compte tenu de ce qui s'est passé. Et vous avez montré, aujourd'hui les gens n'ont qu'à se méfier avec les réseaux sociaux et les journalistes, c'est la lumière. Le chef de l'État même a vu même le même coup au niveau des élections. Il a vu comment ça s'est passé et on l'a battu dans les urnes. Merci pour votre chef. Je vous en prie, c'est quand même une aberration qu'une institution de la République soit en location. Nous le disons, nos commissariats de police, nos brigades de gendarmerie, les directions des services publics, maintenant une institution qui est en location. Écoutez un peu, je ne sais pas quel artiste a chanté pour les locataires là. C'est Agoti. Écoutez la chanson d'Agoti, vous voyez que c'est pas bien qu'une institution aille en location. Oui, Michel,
Une question vous a été adressée. Quelqu'un Non, voudrait... je n'ai pas de... Non. Quelqu'un a voulu mon numéro. Bon, il appelle en off après. Non, c'est une association... L'association que je dirige, c'est une association de journalistes. Si il est intéressé, on ne peut pas l'empêcher. Il n'a qu'à appeler à la fin de l'émission et je lui donnerai mon numéro. Merci. Eh bien, on va faire un tour de table. 1 minute pour réagir sur les propos d'un auditeur qui vous intéresse, Magloire. Oui, je crois que beaucoup d'auditeurs m'ont interpellé personnellement par rapport au sujet sur le médiateur de la République. Ça prouve que nous ne sommes pas du tout trompés dans notre approche de pédagogie en traitant ce sujet. Eh bien, je crois que beaucoup se rendront compte du rôle que joue le médiateur de la République sur toutes ses attributions dans la société, mais sans pour autant dépouiller l'interview. Je dirais tout simplement que le médiateur de la République est une institution de la République là, qui acte en médiateur entre soit les institutions de la République et les personnes physiques, ou entre les institutions de la République elles-mêmes ou les administrations. Mais elle ne connaît pas des problèmes politiques. Et ça, c'est ce qui a longtemps manqué à la population. Et nous-mêmes, les journalistes, beaucoup ne le savaient pas. Le médiateur de la République n'est pas là pour les problèmes politiques, mais pour les problèmes beaucoup plus sociétaux. C'est-à-dire qu'un problème ici à Canal FM entre un journaliste et le directeur, l'un d'entre eux peut saisir le médiateur de la République. Et c'est dans ce cadre que, d'après le bilan fait par madame, elle a déjà traité des cas des anciens. Nous recommandons que les gens lisent votre interview. Peut-être que une partie de notre ignorance se retrouverait guérie. Moi, par rapport à cette affaire de médiateur de la République, moi je dis que peut-être la confusion est née au moment où, à partir du moment où on a confié en même temps le Ashkurun, la dame qui dirige Ashkurun, en même temps ce poste de médiateur de la République. Donc les populations ne savent pas concrètement c'est quoi. Mais Ashkurun, on a vu comment elle a mené des travaux sur tout le temps du territoire. Mais par rapport à médiateur de la République, bon, les gens la voient beaucoup plus Ashkurun que médiateur de la République. Oui. Donc c'est la manière dont même on a cumulé les deux prérogatives pour remettre. Qui crée la confusion. Qui crée la confusion. Et je remercie au passage nos amis de Flambeau de Démocrates qui ont fait un travail qui devait être normalement fait par certains officiels. Parce que cette affaire de médiateur de la République, il faut à un moment donné qu'on explique, qu'on fasse même une tournée nationale canton pour expliquer ça aux populations. Ce n'est pas un journaliste qui va venir parler de ça ici. Le ministère de la communication, de la formation civique devrait faire ce travail. Eh bien, Ambroise, bon, le temps est encore réduit. 1 minute. En même temps, vous chutez avec votre carton de fin d'émission. 1 minute, c'est concernant. Je voudrais parler du Covid-19. En fait, cette histoire de Covid-19 commence par me monter sur la tête. Parce que beaucoup t'appellent, Ambroise, est-ce que cette maladie-là existe? Je leur dis oui, la maladie existe. Tu ne vois pas que les gens meurent en France et autres. Il dit, c'est Togo. Et le monsieur me dit, c'est un monsieur qui m'appelle la dernière fois. Ce matin, c'est une dame qui m'appelle. Qui est un fou qu'ils connaissent à Guy-Akome, qui est mort. C'est les gens du Covid qui sont venus le chercher. Eux, ils ne savent pas que c'est le gars est mort de Covid. À la plage, une dame m'appelle ce matin qu'à la plage, on est venu transporter un fou. Finalement, elle me dit que peut-être c'est les fous là qu'on compte, que ça fait tant. J'ai dit non. Et là, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que moi, je ne suis pas du comité, comment vous les appelez? Du comité de riposte. Oui. Et je sais que dans d'autres pays, j'ai entendu que des gouvernements mentir que sur tel chiffre. Parce que ça devient du business aussi, ailleurs, on l'a entendu. Je ne sais pas si chez moi aussi c'est du business. Sauf que je veux juste dire que les Togolais veulent voir le mort avant de croire. Eh bien, ils n'ont qu'à aller au CHR Lomé commune. C'est ce que moi j'ai entendu. C'est ce que j'ai dit. Moi je relève. Ok. Jean Le Grand, mon carton. Votre carton. Je n'ai pas de carton, mais je voudrais juste. C'est carton. Je dis que Canal FM n'est pas relayé très loin. Même dans votre véhicule, ça saute. À chaque fois, ça saute. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Technicien et directeur, vous avez écouté? Eh bien, Jean Le Grand Polorini. Oui, bon, je ne vais pas aborder ce que les auditeurs ont dit, mais je vais parler d'un article que nous avons publié à la manchette aujourd'hui, qui invite les forces de sécurité
à se pencher sur le système informatique des banques. Parce qu'on ne comprend pas avec la reprise des braquages comment est-ce que cela se passe. Et c'est quand les gens vont faire des retraits à la banque qu'on les agresse. En début de semaine, quelqu'un a été agressé, on a emporté 6 millions de francs CFA. Comment est-ce que ça se fait que c'est quand la personne sort de la banque? Les gens se disent, doit-on garder l'argent dans nos chambres ou creuser des trous, les garder? Si on les met à la banque et quand on va les prendre, on va nous agresser. Finalement, d'où est-ce que les sources sortent et ces braqueurs ont l'information? Ont-ils piraté le système des banques ou est-ce qu'ils ont une technologie avancée qui leur permet de repérer les communications et tout ça? Voilà, c'est une alerte que nous lançons. Et votre carton? Je n'ai pas de carton parlant, mais c'est inviter le ministère de l'administration à nous ouvrir les lieux de culte. Merci si beaucoup. Les marchés sont ouverts, les bars, tout ça, au moins dans les lieux de culte, on est disposé, on peut adorer notre Dieu. Merci. Et l'homme? Bon, je vais rebondir rapidement sur un sujet qui concerne la Covid aussi, dans les prisons civiles. Tout en reconnaissant, saluant les efforts faits par la coordination nationale de riposte, j'ai un petit souci. Quand on veut publier les statistiques de la veille, il y a des chiffres qui ne sont pas pris en compte. La semaine dernière, on a écrit sur 4 cas recensés à la prison civile de la Tapamé. Sur le site web officiel, il n'y a rien eu comme ça. Lundi, il y a eu 25 cas à la prison civile de Lomé. À ce jour, il n'y a rien eu sur le site. Les chiffres qu'on a sur le site là, comment est-ce qu'ils font ça? Moi, je ne comprends pas. Non, honnêtement, je ne comprends pas. Voilà une question que j'ai pour la prochaine personne ressource qui sera dans ce site. Les 25 recensés à la prison civile de Lomé lundi, si vous consultez le site web officiel à ce jour dans les détails, vous n'avez pas un seul. Comment eux, ils arrivent? Je ne sais pas, hein, mais il faut qu'on nous dise. Je n'ai pas la réponse, mais je la réserve pour le prochain invité. D'accord. Je n'ai pas de carton. Merci. Bonne journée. Merci de passer. Michel? Moi, je n'ai pas de carton. Par contre, je voulais aborder dans le même sens que mes confrères pour dire que les chiffres que le comité de riposte nous donne là, qui n'ont qu'à nous donner ceux qui sont malades. Parce que finalement, on s'embrouille. Parce que quand on dit 1000, combien, car dedans il y a les guéris, il y a des morts. Bon, on ne comprend plus rien. Ça dit qu'ils n'ont qu'à nous dire quels sont ceux qui sont malades. Actuellement, les morts et les cas contacts. C'est comme ça on cherche maintenant. Non, moi j'ai un carton jaune pour interpeller les ministères en charge des transports et de la sécurité par rapport à la nécessité de poser des ralentisseurs sur la route de Diagbélé. Je ne sais pas si vous empruntez régulièrement la route. Fort heureusement, il y a une portion de la fameuse route Lomé-Enfant-Vaugan qui est bien bâtie maintenant. Sauf que ça manque de ralentisseurs, ce qui fait que ceux qui quittent Lomé pour aller à Vaugan. Donc, ralentisseurs sur la route de Diagbélé, parce que beaucoup. Les populations se plaignent. C'est fini plaignent. pour aujourd'hui, on se retrouve demain, mais continuons à méditer sur ce que Emmanuel Kant nous a enseigné. Agissons en sorte que notre maxime puisse être érigée en règle universelle. Rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.